Jean, né à Béziers le 20 juin 1899, était fils d'Antonin Moulin, conseiller général de l'Hérault, qui était au parti radical avec une tendance marquée à droite, et un grand ami de Louis Lafère, ex-ministre du Travail et de l'Instruction publique. Par ailleurs, Antonin Moulin avait créé la Ligue des droits de l'homme sur Béziers, à une époque où sans doute elle n'était pas l'instrument de répression, l'instrument de guerre qu'elle est aujourd'hui. Antonin Moulin était aussi poète à 16 heures et rédacteur d'articles dans la presse locale, notamment au Petit Méridional, durant la Première Guerre mondiale. Jean, malgré sa grande passion pour le dessin et notamment pour les caricatures, qui effaçait son peu de goût pour l'apprentissage scolaire, obtint tout de même son baccalauréat, ce qui lui permit d'effectuer des études de droit, tout en ayant, grâce aux relations paternelles, un poste d'attaché à la préfecture de Montpellier. En 1922, Jean Moulin quitte le sud de la France pour la Savoie, où il est nommé chef de cabinet du préfet. À la fin de cette année, le 20 novembre, il devient le plus jeune sous-préfet de France et se retrouve à Albertville. Tandis qu'il commence une carrière dans la haute administration, en Savoie, un jeune radical de gauche, Pierre Cotte, commence une carrière politique. De sous-préfecture en préfecture, en janvier 1937, Jean Moulin, nommé préfet de l'Aveyron, devient le plus jeune préfet de France. Il sera préfet d'Eure-et-Loir en 1940, au moment de l'invasion allemande. En cette fin d'après-midi du 17 juin 1940, le préfet Jean Moulin est dans sa préfecture à Chartres. Deux officiers allemands font irruption devant lui. L'un d'eux lui dit « Des femmes et des enfants, des Français, ont été massacrés après avoir été violés. Ce sont vos troupes noires qui ont commis ces crimes dont la France portera la honte. Comme ces faits sont prouvés de façon irréfutable, il convenait qu'un document fût dressé qui établit les responsabilités. C'est dans ces conditions que les services de l'armée allemande ont rédigé un protocole qui doit être signé par notre général au nom de l'armée allemande et par vous comme préfet du gouvernement. » Quelque temps plus tard, introduit dans les locaux de la Kommandantur, Jean Moulin se retrouve face à 3 officiers allemands. Refusant de prendre en main le papier qui lui était tendu, il justifie son geste par une question. « Pensez-vous vraiment qu'un Français, et qui plus est un haut fonctionnaire français, qui a la mission de représenter son pays devant l'ennemi, puisse accepter de signer une pareille infamie ?» Jean Moulin osait ainsi s'opposer au racisme des officiers allemands auxquels il avait affaire. Ceci n'est jamais souligné. S'opposer au racisme, c'est s'opposer au colonialisme. S'opposer au colonialisme, c'est s'opposer à l'impérialisme. S'opposer à l'impérialisme, c'est s'opposer au capitalisme. Car le capitalisme ne va pas sans l'impérialisme. L'impérialisme ne va pas sans le colonialisme. Le colonialisme ne va pas sans le racisme. Avis à ceux et à celles qui se disent antiracistes et qui s'accommodent fort bien des 3 autres termes. Jean Moulin n'appartenait pas à cette droite, ni même à une partie de cette gauche qui n'hésiteront pas par leur haine de classe à l'égard du monde ouvrier qui s'était dressé en 1936 contre l'exploitation capitaliste, à laisser Adolf Hitler développer ses forces politiques, économiques et militaires contre les pays voisins, à se compromettre avec le régime de collaboration de Pétain et donc avec les nazis, et à se faire passer ensuite
pour des résistants, voire pour de grands résistants, et la droite étant déjà très achalandée en hommes politiques, à se faire passer pour des hommes politiques de gauche. Revenons à Jean Moulin. Ils sont trois face à lui. Des Allemands qui se sont très vite installés en France en vainqueurs. Lui est pour le moment dans leur repère, en ville, et non dans la bâtisse où il exerce une partie de sa fonction préfectorale. L'autre partie étant exercée par choix au contact de la population sur le terrain. Malgré le risque de la situation qui se présente à lui, têtu face à un bout de papier parce que fidèle à ses convictions politiques et humaines tout simplement, il était si facile d'apposer rapidement sa signature, tant pis pour les Noirs, et d'être quitte. Jean Moulin résiste. Alors, avec une force peu commune, chez un petit bonhomme de cette espèce, il me projette violemment contre la table. Je titube un peu pour rétablir mon équilibre, ce qui déchaîne les rires des trois nazis. Comme je ne me résous pas à me pencher pour prendre la plume, je reçois entre les omoplates un coup qui me fait chanceler. C'est l'officier qui se trouve derrière moi qui m'a frappé violemment avec le canon de son arme. Le soldat me saisit par l'épaule et me pousse plutôt qu'il ne me dirige vers une autre pièce de la maison. Comme à son gré, je ne franchis pas assez vite le seuil de cette pièce, il m'assène un tel coup de crosse dans les reins que cette fois, je m'affale sur le plancher. Avant que j'aie eu le temps de me relever, des coups de botte pleuvent sur moi. Le petit officier blond que j'appelle désormais mon bourreau numéro 1 fait un geste au soldat qui pointe sa baïonnette sur ma poitrine en criant en allemand « Debout ». Dans un sursaut douloureux, je me redresse. J'ai terriblement mal. Je sens que mes jambes me portent difficilement. Instinctivement, je m'approche d'une chaise pour m'asseoir. Le soldat la retire brutalement et me lance sa crosse sur les pieds. Je ne peux m'empêcher de hurler. L'un d'eux, celui qui m'a frappé lorsque j'étais à terre, un grand brun au corps d'athlète et à la face de brute, m'a saisi à la gorge et me serre à m'étouffer. Plusieurs fois j'ai failli m'affaisser et chaque fois le soldat m'a frappé de son fusil sur les chevilles et le bout des pieds. À un moment, le grand officier brun, mon bourreau numéro 2, qui a un fox terrier à ses côtés, se précipite sur moi au cours de la discussion et me frappe sauvagement avec la laisse de son chien. Il est intéressant de souligner ici que les bourreaux de Jean Moulin ne sont pas de simples soldats, mais des officiers, c'est-à-dire des militaires bien placés dans la hiérarchie. Ce préfet étant décidément impossible à faire fléchir sous les coups, les Allemands décident de le conduire sur les lieux des crimes abominables prétendument commis par des Noirs. Après plusieurs kilomètres de route, Jean Moulin est confronté à l'horreur. Un amas d'hommes, de femmes, d'enfants, manifestement tués lors des bombardements. La porte du hangar d'une ferme s'ouvre. « Vous voyez, me dit alors mon bourreau numéro 1, ceci est le tronc d'une femme dont les membres ont été coupés par les Noirs. » Je passerai ici sur l'horreur d'un corps de femme réduit à n'être plus identifiable. Jean Moulin poursuit son récit. J'ai été projeté sur ce débris humain et son contact froid et gluant m'a glacé jusqu'aux os. Dans l'obscurité du réduit, avec cette odeur fade de cadavre qui me prend aux narines, j'ai comme un frisson de fièvre. J'essaie d'ouvrir la porte
en vain. Combien de temps restai-je ainsi, affalé, à attendre qu'on m'arrache à cette présence macabre? 10 minutes, une demi-heure, je ne sais. On ne m'a délivré que pour me présenter le papier, l'ignoble papier. J'ai encore la force de refuser. Les coups et le spectacle de la mort, dans ses aspects les plus horribles, n'y ayant rien fait, les Allemands ramènent le préfet à Chartres et le font entrer dans un bâtiment. Et puisque ce préfet aime tant les Noirs, là, il est poussé dans une cellule où se trouve enfermé un Sénégalais avec cette injonction « Demain, nous te ferons signer ». Cette injonction signale que Jean Moulin n'a pas encore signé. Il a résisté. Voici Jean Moulin enfermé dans sa cellule avec un compagnon d'infortune. Il est 1h du matin le 18 juin 1940. Je dis bien 1940 et non 1943. Jean Moulin fait le bilan de sa situation. Je sais qu'aujourd'hui je suis allé jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. Le dilemme s'impose de plus en plus. Signer ou disparaître. Combien de hauts personnages ont préféré signer plutôt que disparaître et sauver leur honneur? Signer, par exemple, les documents permettant aux nazis de déporter les communistes, les homosexuels, les tziganes, les juifs, juives, vers les camps de travail ou directement vers les camps de la mort. Combien de ces hauts personnages sont revenus, comme si de rien n'était, dans les hautes sphères politiques, protégés, surprotégés par une propagande anti-soviétique, anticommuniste, venue d'outre-Atlantique et d'outre-Manche, s'ajouter à la même propagande en France. Ces personnages poussant quelquefois le cynisme jusqu'à se faire passer pour des résistants de la première heure, alors qu'ils ne l'avaient pas même été dans la dernière. Une autre solution pouvait être envisagée par le préfet d'Eure-et-Loir entre la signature ou la mort, la fuite. Mais pour un homme comme Jean Moulin, fuir, pour essayer, il faudrait que mes forces le permissent. Et puis ne serait-ce pas à faire comme les autres, comme tous ceux qui ont fui devant les responsabilités, la faim, F-A-I-M, le danger. Non pas seulement en tant que préfet, responsable de près de 300 000 administrés eux, qui vivaient dans le département de l'Eure-et-Loir, et pour lesquels il se devait d'avoir un comportement digne, mais tout simplement en tant qu'être humain. Jean Moulin ne pouvait accepter de suivre le peloton de tout ce que la ville de Chartres comptait d'autorités qui avaient fui, en laissant la majeure partie de la population livrée à elle-même et livrée aux nazis. Combien d'hommes, de femmes, d'enfants, de conditions modestes à Chartres et ailleurs, ont résisté tandis que les élites de leur ville, de leur département, s'enfuyaient à toutes jambes, laissant les populations sans le moindre secours, ne serait-ce qu'alimentaire. Ayant avisé quelques instants plus tôt dans la cellule l'arme qu'il va retourner contre lui-même, un simple débris de verre, Jean Moulin se tranche la gorge. 5 heures sonnent à une horloge. J'ai perdu beaucoup de sang. Il a coulé lent et chaud sur ma poitrine pour aller se figer en gros caillots sur le matelas.
Mais la vie n'a pas fui. Pourvu que tout soit fini quand ils reviendront et qu'ils ne retrouvent plus à ma place qu'une chose inerte qui ne peut signer. Mais bientôt des serrures grincent, des pas approchent. Déjà, puisqu'il en est ainsi, c'est debout que je les recevrai. En se tranchant la gorge avec un débris de verre, geste dont il gardera la cicatrice, Jean Moulin signe son acte de résistance. Plutôt que signer un papier, apposer sa signature sur soi-même en se tranchant la gorge et en perdant la vie. Devant la perspective d'en finir lui-même avec sa vie, pour ne pas avoir en travers de sa gorge une signature déshonorante pour le restant de sa vie, il trouve la force de justifier un acte fatidique pour lui, la mort. Dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis, je l'ai vue de très près, bien des fois. Elle ne me fait pas peur. Il y a quelques jours encore, en me prenant, elle eût fait un vide ici dans le camp de la résistance. Maintenant j'ai rempli ma mission, ou plutôt, je l'aurai remplie jusqu'au bout, quand j'aurai empêché nos ennemis de nous déshonorer. Jean Moulin utilise bien l'expression « le camp de la résistance », alors que Charles de Gaulle ne s'est pas encore manifesté. Très malmené par les officiers allemands depuis la veille, 17 juin 1940, Jean Moulin ne pourra entendre le prétendu appel à la résistance qui était dans les termes mêmes, non pas un appel à la résistance civile, mais un appel aux militaires, lancé depuis Londres et par la voie des ondes le 18 juin par le général de Gaulle. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes qui, dès l'arrivée de l'armée allemande, des nazis, ont résisté en France et notamment dans le nord de la France au péril de leur vie. Des familles entières de cultivateurs, hommes, femmes, enfants, par exemple, ont été abattus ici et là dans la cour de leur ferme pour avoir résisté aux envahisseurs. Des actes de résistance, aujourd'hui étouffés par l'idéologie qui remplace l'histoire, ont existé bien avant cet appel qu'il a fallu écrire par la suite avec un grand A, peut-être pour mieux dissimuler que le 18 juin 1940, il avait été un véritable couac. Et comment en aurait-il pu être autrement? Sachant ce que valaient les officiers de l'armée allemande et les nazis, sachant ce que valaient certains Français et certaines Françaises, Jean Moulin a modestement noté, par écrit, ce qui lui était arrivé à Chartres. Pour cet acte de résistance, aujourd'hui qualifié d'héroïque par ceux qui souvent ne l'ont pas été, mais qui, devenus donneurs de leçons de courage, utilisent cet adjectif pour en imposer à la jeunesse née après eux, mais aussi par ceux qui, nés après la guerre, l'utilisent pour en imposer à la classe sociale la plus défavorisée de notre pays, Jean Moulin était 5 mois après révoqué de ses fonctions par décret du 2 novembre 1940, signé de la main de Philippe Pétain, qui, avec l'autre main, décorera bientôt de la Francisque les meilleurs éléments de son équipe de collaboration. Nous ne citerons ici que François Mitterrand, qui, après avoir été décoré de la Francisque, deviendra délégué du service national des prisonniers de guerre au printemps 1943, SIC, puis président de la République en 1981, qui remettra en selle Jean-Marie Le Pen. Nous ne citerons ici que Maurice Couve de Murville, qui, après avoir été décoré de la Francisque, deviendra le premier ministre du président Charles de Gaulle. Mais pourquoi donc Jean Moulin, qui venait de résister aux nazis, était-il révoqué de ses fonctions par le maréchal Pétain qui,
quelques 24 ans plus tôt, avait combattu les Allemands? La réponse se trouve dans les dossiers du ministère de l'Intérieur. Fonctionnaire de valeur mais prisonnier du régime ancien. Fonctionnaire de valeur. Alors pourquoi le révoquer s'il donnait pleine satisfaction dans ses fonctions? La réponse se trouve là aussi dans les dossiers du ministère de l'Intérieur. Ancien chef de cabinet de Pierre Cot. Le régime ancien, c'était le Front populaire, honni par les partis politiques de l'extrême droite. Quant aux socialistes, ils avaient toujours la crainte de voir apparaître un gouvernement sous influence communiste. Pierre Cot, c'était le galopin sanglant pour s'être opposé aux ligues d'extrême droite qui, en 1934, voulaient renverser la République. Parce que des hommes et des femmes du Maghreb et du Machrek viennent consulter nos vidéos, je dirais pour leur donner une idée de l'homme politique qu'était Jean Moulin, qu'ils peuvent penser au cheikh musulman libyen, Omar el-Mokhtar, surnommé le cheikh des militants. Tous deux se sont opposés, au péril de leur vie et sur le terrain, à l'invasion de leur pays par des troupes étrangères. Sans plus d'explications pour l'instant, j'ajoute à Jean Moulin et à Omar el-Mokhtar, Mouammar el-Gaddafi.